Et ben voilà, on y vient alors à cette partie sur le compostage. Là encore, on a eu quelques témoignages et je vais les reprendre pour vous les reciter. Mais Damien Houbron, maître composteur, et Laurence Dufort, directrice du CAUE, mais là n'est pas la question. Aujourd'hui, Laurence Dufort, vous êtes à l'initiative d'un compost de quartier. Alors, un petit mot alors sur... voilà, on est en train de retrouver le diaporama jusqu'au bon endroit. On y vient juste après, voilà. Merci beaucoup, Laurence. Un petit mot sur toute sa question de compostage. On va présenter votre activité, Damien Houbron. On va présenter très concrètement le compost de quartier que vous avez mis en place à l'initiative de Laurence Dufort dans son quartier parisien. On va pouvoir raconter tout ça pour peut-être là encore essayer de susciter des vocations. Mais je l'ai promis dès l'introduction, il va falloir que vous nous expliquiez ce terme absolument magique de maître composteur. Très bien, bonsoir David. Alors je vais profiter de l'intervention de Sabine pour essayer d'imager. Je dirais que le maître composteur aujourd'hui est un homme ou une femme en voie d'apparition, à peu près quelques centaines d'espèces en France, à peine plus. La particularité du maître composteur, ça va être d'expliquer finalement une pratique qui existe depuis très longtemps, plusieurs générations, et voire fin du XVIIIe siècle, ce que nous expliquait tout à l'heure Sabine. Et ça m'a fait très plaisir d'apprendre que finalement on avait des maîtres chiffonniers qui sont peut-être nos ancêtres. À nous, maîtres composteurs. J'ai pensé à vous effectivement en voyant l'intitulé. Alors le maître composteur est néanmoins reconnu et certifié par l'ADEME. Il a passé un certificat, on lui reconnaît cela. Le maître composteur aujourd'hui travaille ou accompagne la plupart du temps des villes, des collectivités, parfois des propriétés privées, mais la plupart du temps on travaille pour des collectivités. Et donc le maître composteur va finalement va avoir la particularité d'expliquer des choses très simples. Très simple. Tout à l'heure, je me souviens du schéma à droite sur le tableau de Sabine qui expliquait le compost. Et finalement, 60% de la composition du compost, c'était à la fois les excréments et puis les urines de l'homme. Alors, on va pas parler des toilettes sèches tout de suite, même si j'ai compris que on n'a pas uniquement les Parisiens qui nous écoutent ce soir, qui nous regardent. Mais pour ce qui nous concerne à Paris, effectivement, c'est un peu compliqué, oui, c'est vrai. Ça va être notamment de quartier, oui. Ça va être un peu compliqué. Donc, effectivement, ce soir, on va parler... on va se dire pourquoi c'est important de faire du compostage. Pourquoi on a votre votre image. Pardon, un petit. Pourquoi on composte et voilà. En fait, on va répondre à quelques questions. Pourquoi je trie mes déchets? On va parler de transition écologique, économie circulaire, déjà abordé par Flore et puis par Sabine. Et puis on va finalement aborder différentes pratiques qui existent et qui fonctionnent. Alors à Paris, oui, mais ailleurs. D'une certaine manière, puisqu'on parle de compostage, j'imagine que si ça fonctionne à Paris, a priori, c'est que ça peut fonctionner partout ailleurs. C'est-à-dire que c'est peut-être la situation la plus contrainte de compostage qu'une ville dense comme Paris, non? Quand on est effectivement dans des arrondissements très 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 denses et qu'on arrive à trier et puis qu'on arrive à rencontrer ou à organiser avec ses voisins ou avec des personnes qu'on ne connaissait pas et finalement que l'on découvre, oui, on met en place ce qu'on appelle des sites de compostage partagés en pied d'immeuble, en quartier, comme on a fait avec Laurence dans le 14e arrondissement, et ça fonctionne. Alors, vous mettez quelques-unes des questions ici auxquelles vous allez répondre. Je précise qu'on en a déjà beaucoup dans les commentaires aussi qui vous concernent. Alors, n'hésitez pas, vous autres qui nous suivez, à poser toutes vos questions sur le compostage, la mise en place d'un compost. On peut répondre de façon très très concrète aussi à toutes ces questions. Mais on va vous écouter. Alors, vous nous avez prévu une petite présentation. Alors, oui. Alors, une présentation qui va être relativement rapide. Alors, je crois que les 3 premières diapositives, il y a du chiffre, il y a du graphique. Simplement pour dire que il existe une réglementation
alors qui a évolué sur ces 10 dernières années. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais simplement, c'est important de savoir qu'aujourd'hui, celui qui produit des biodéchets, ce n'est pas uniquement le particulier, mais ce sont également les professionnels. Les restaurants, les cantines scolaires, les cantines d'entreprise, etc. Et puis, un hypermarché est également un producteur de biodéchets. Et donc, ces magasins ou ces cantines ou ces restaurants sont considérés à partir d'un certain seuil comme des gros producteurs de biodéchets. Et donc la réglementation dit que ces producteurs de biodéchets doivent trier et valoriser. Et ces différentes lois ont démarré en 2012, où on considérait qu'un gros producteur de biodéchets était celui qui produisait 100 tonnes par an. C'était beaucoup. Mais quand on regarde le graphique, en fait, on voit que tous les ans ou tous les 2-3 ans, on diminue ce seuil pour arriver donc à cette loi qui dit qu'en 2023, eh bien, à partir de 5 tonnes par an, on deviendra un gros producteur. Et je vais Pardon, juste pour nous donner un ordre d'idée, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas exactement combien ça correspond une poubelle. C'est pas nous 5 tonnes par an? Alors non, c'est pas nous 5 tonnes par an. 5 tonnes par an, ça peut être un restaurant, ça peut être une cantine scolaire avec peut-être 200 enfants qui déjeunent tous les jours. À peu près. Effectivement, voilà, plus on diminue ce seuil, plus ça augmente le nombre de personnes qui sont concernées. Tout à fait. On n'en est pas encore au ménage particulier, mais effectivement une petite cantine, comme vous dites. Tout à fait. Alors effectivement, ce document, c'est pour dire que il y a une réglementation, elle concerne les professionnels, mais elle va toucher également les particuliers bientôt. Alors, une circulaire qui date du 13 décembre 2012 existe et elle permettait de cadrer le compostage de proximité. Je vais passer très vite, vous tapez sur Internet, circulaire du 13 décembre 2012 sur Internet, et puis vous trouverez les grandes lignes. Grosso modo, on disait que on doit savoir qui fait, on doit avoir un maître composteur, on doit avoir quelqu'un qui est responsable. Pardon, c'est applicable où cette circulaire? C'était en France. Toute la France? Oui. Toutes les villes, quelle que soit la taille de la ville? Tout à fait. C'est très intéressant. Et ça concerne le compostage de proximité. D'accord ? L'arrêté du 9 avril 2018, un peu plus récent et un peu plus précis, puisque lui, il va nous parler, par exemple, de la bonne montée en température, de la déclaration auprès de la mairie ou de la communauté d'agglomération. Il va parler de l'usage du compost que l'on produit. Pas plus récemment, mais entre deux, on a eu la loi de transition énergétique pour la croissance verte, août 2015, qui précise globalement que il est important, et ça rejoint ce que disait Flore, et ça rejoint ce que disait Sabine également, il faut réduire l'ensemble de nos déchets. Et les biodéchets, clairement, on peut les réduire certainement, facilement. Alors beaucoup plus récemment, puisque ça date du 10 février 2020, il y a eu cette loi, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Là, entre donc cette notion d'économie circulaire qu'a évoquée à plusieurs reprises Sabine, on en parle, et aujourd'hui les collectivités essayent de mettre en application des métiers nouveaux, ou en tout cas des façons de procéder qui permettent de démarrer des économies nouvelles. Alors pas forcément révolutionnaires, mais ça peut être simplement de la collecte et puis du traitement local. Rentrons dans le vif. Rentrons on va parler, ça y est, de notre compost. Rentrons dans le vif du sujet. Effectivement, quand on parle de compost, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'adresse très régulièrement à des adultes, à des enfants, à des personnes de toute génération. Et le mot recette, c'est un mot qui est vraiment très simple. Quand on dit recette, on imagine et on visualise très facilement les ingrédients. Donc quand on fait du compost, eh bien, on va avoir deux grandes matières très différentes. On va avoir ce que l'on appelle les matières vertes, matières humides ou les matières azotées. C'est tout ce qui est sur la droite du dessin, et c'est ce qui est représenté par les épluchures de fruits et légumes.
les restes de repas, le marc de café, tout ce qui vient de la cuisine et tout ce qui correspond en fait aux biodéchets. On a dans notre autre partie de la recette ce qu'on appelle la matière sèche, la matière brune ou la matière carbonée. Ça sera du broyat, ça sera des feuilles mortes, ça peut être du papier journal, éventuellement pas en première intention, ça peut être également des boîtes de carton déchiquetées en petits morceaux. Je précise néanmoins que la matière sèche idéale pour nous qui faisons du compost, ça restera le broyat. Certains jardiniers un peu experts disent BRF, bois raméal fragmenté. On est un peu dans l'expertise, mais globalement, vous avez des branches d'arbres qui sont élaguées et qui vont passer dans un broyeur à végétaux et ça va faire du broyat. Bon, là, on est sur le compost de quartier avec des bonnes relations qui vous permettent d'avoir ce genre d'apport. Il y a les feuilles et les fleurs séchées juste en dessous. Là, en ce moment, il y a plein de feuilles en ce moment. Sur nos balcons, par exemple, on fait un petit tas et on le rend dans le compost. On est en saison où, effectivement, on a des feuilles mortes partout. Ces feuilles mortes peuvent servir et servent pour le compostage. Alors, si vous utilisez des feuilles mortes pour votre compost, là je m'adresse aux pratiquants, soit en collectif ou pratiquants au fond du jardin, vos feuilles mortes, essayez idéalement de les broyer. Plus vous allez les déchiqueter, plus vous allez broyer et fragmenter tout ce que vous allez mettre dans votre compost, et plus ça sera simple à se décomposer. Et pardon, et je vous ralentis, alors même qu'on arrive un peu sur la fin de notre soirée, mais comment on peut la broyer si on n'a pas la tondeuse à gazon? Alors on connaît la technique de mettre des feuilles sur le gazon et passer un coup de tondeuse dessus. Alors effectivement... En appartement, c'est plus compliqué. Alors si vous êtes en appartement et que vous utilisez vos feuilles mortes, c'est que vous faites partie d'un compost de quartier. Ou un compost en pied d'immeuble. Ouais. D'accord. Oui. Donc vous allez demander au jardinier de vous prêter sa tondeuse. Effectivement, la tondeuse, c'est idéal. Il existe des souffleurs broyeurs, des appareils, vous voyez, qui font un peu de bruit malheureusement, qui soufflent d'un côté et qui aspirent, qui broient également. C'est pas mal efficace. On peut également demander à nos enfants de broyer nos feuilles, de les déchirer. Ils adorent pendant un certain moment. En grandissant, la passion finalement s'estompe pour le déchiquetage de feuilles, mais toutes les manières sont bonnes. On va avancer effectivement. Là aussi, un mot pour les personnes qui ont un compost au fond du jardin. Et puis, ce compost, parfois, il sent pas très bon. Aujourd'hui, quand on installe et quand on suit un compost en ville, on explique dès le début que notre compost ne sentira jamais mauvais. Et si le compost ne sentira jamais mauvais, ça sera grâce aux référents et grâce à la grande attention qu'ils auront, et en particulier pour le brassage de notre mélange de matière humide et de matière sèche. C'est ce qui est expliqué sur le schéma. Tant que mon compost respire, c'est-à-dire tant qu'il a de l'oxygène, eh bien, il n'y aura pas d'odeur désagréable, autre que celle de la décomposition légère, mais qui n'est pas une odeur forte. D'accord ? Alors, bien sûr, là aussi, je m'adresse aux pratiquants du fond du jardin. Mon compost idéal sera toujours plutôt humide que plutôt sec. Pourquoi ? Eh bien, simplement, ce sont les bactéries qui sont les premières à agir avant les micros et puis les macro-organismes. Le ver est dessiné, mais il y a d'autres animaux, bien entendu. Mais pour que tous ces animaux, tous ces éléments puissent être actifs, eh bien, ils sont comme nous, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'air et ils ont besoin d'eau. Donc, mon compost, quel que soit l'endroit et quelles que soient les circonstances, il sera toujours humide. Plutôt humide que plutôt sec. Et plutôt humide et plutôt aéré, eh bien, c'est gage de réussite et de transformation, et on a la bonne recette. Comment on composte en ville? Comment on composte aujourd'hui? Alors, à Paris ou en banlieue ou ailleurs, eh bien, je peux composter chez moi tout seul. Je peux composter chez moi avec mes voisins. Je peux composter chez moi, mais en extérieur. Et puis, je peux composter en quartier. Et puis, je passerai le micro tout à l'heure à Laurence. Je lombricomposte tout seul chez moi. J'ai écrit lombricompost avec un exemple très précis. À gauche, vous avez ce qu'on appelle un vermi ou un lombricomposteur. C'est une petite boîte
en plastique, recyclable, m'a-t-on dit, dans laquelle on va... Mais on ne s'en contentera pas du recyclable. Pardon, excusez-moi, je vous interromps, j'étais obligé avec ce qu'on vient d'entendre juste avant. Bien entendu. Dans cette boîte, on va déposer délicatement une petite souche de verre, à peu près 200 grammes de verre, pas n'importe quel verre, des verres de fumier, des verres de nos ancêtres, exactement les mêmes. Et ces verres vont avoir le rôle de manger, de digérer et de transformer les épluchures de fruits et légumes que l'on aura déposées à l'intérieur. Alors, la particularité du lombricompost, c'est que c'est une petite boîte. On se rend pas compte. On se rend compte en fait sur la photo. Vous voyez, il y a mon collègue Thierry Sine en chemise jaune, et juste devant lui, il y a un lombricomposteur. Ça fait une quarantaine de centimètres sur 40 centimètres. C'est petit. La ville de Paris en a distribué à peu près 3500 depuis 2 ans. Ça fonctionne très très bien. À chaque fois qu'on les distribue, il y a une formation pour attirer l'attention aux futurs propriétaires de verres, parce que c'est quand même ça qui se passe. Attirer l'attention que les verres, il faut les gâter. Les verres qu'on va mettre dans cette boîte doivent finalement se retrouver dans leurs conditions naturelles. Et un verre heureux, c'est un verre qui est dans un milieu très humide. C'est un verre qui vit à une température entre 10 et 25 degrés. Et tout ce qui va s'écarter de ces règles de vie idéale pour le verre peut engendrer un certain nombre de difficultés pour l'utilisateur. 2 questions très concrètes, et pardon, je me dois de vous presser un petit peu parce qu'on arrive vraiment à la fin de notre séance. Juste un mot sur ces lombricomposteurs qui font beaucoup réagir aussi. Si on nourrit bien le lombricomposteur, on n'a a priori pas de risque de retrouver un verre dans son lit un matin en se réveillant. Si le ver est heureux, il n'a aucune raison de s'enfuir. Alors, gardons ça en tête. Ça répond à votre question. Et deuxième question, pardon, qu'est-ce qu'on fait quand on part en vacances dans ce cas-là avec un lombricomposteur? On le donne aux voisins Alors, ça va dépendre combien de temps vous partez en vacances. Combien de temps vous partez en vacances? 2 jours, ça va? Une semaine, ça va? Si vous partez, 3 semaines. Si vous partez jusqu'à 2 à 3 semaines, ça fonctionne. Vous allez anticiper, vous allez donner un peu plus à manger au ver. Vous allez ajouter du carton, puisque quand on parlait de recettes tout à l'heure, le carton brun déchiqueté en petits morceaux sera la partie carbonée pour les vers. Donc vous allez abuser un petit peu en carton déchiqueté. Et quand vous reviendrez après 2 ou 3 semaines de vacances, les vers auront quasiment tout mangé et seront très heureux de vous retrouver, puisque vous allez à nouveau consommer vos salades de fruits, et votre café et le marc de café, et ça permettra de les nourrir à côté. Très bien. Juste pour répondre à votre sous-question de tout à l'heure, le lombricompostage, c'est un peu plus restrictif que le compostage traditionnel. Les vers n'aiment pas trop tous les aliments qui sont un peu acides. Et donc, si vous voulez faire une farce à votre conjoint, vous allez mettre du citron, de l'ananas et puis quelques fruits exotiques dans votre lombricompost. Là, vous avez des chances de retrouver des vers en extérieur. Mais bien évidemment, c'est pas ce qu'on conseille aux utilisateurs. Non. D'autant qu'il y a aussi le composteur de quartier, voilà, qui a d'autres avantages. Alors ça existe, je voulais quand même vous le montrer. Ça s'appelle un lombricomposteur collectif. Alors c'est une particularité que la ville de Paris propose. Quand on n'a pas suffisamment d'espace pour installer des bacs, eh bien on installe un lombricomposteur collectif. Je passe au compostage collectif. Le compostage collectif, c'est finalement utiliser une partie de l'espace qui appartient à une copropriété, à une résidence. Vous voyez en bas de la photo 3 petits bacs qui sont installés, et ces 3 bacs vont permettre de déposer nos biodéchets. Il y en a un pour le dépôt, il y en a un pour la réserve de matière sèche, et il y en a un 3e pour la maturation. Et donc avec 3 mètres linéaires à peu près, plus l'espace autour, on peut les disposer. Et puis surtout, on a des référents, et on explique aux référents et puis aux familles contributrices les consignes, les règles, pour que finalement la recette idéale du compost soit pratiquée par 10, 15, 20 ou 30 familles ensemble.
c'est pas très compliqué, mais c'est bien d'être vigilant et d'anticiper ce qui peut se passer. Voilà, les explications, je passe très rapidement, mais le bac d'apport, le bac de stock de matière sèche et le bac de maturation avec les petites flèches. Le diaporama, il restera en ligne. Voilà, exactement. Alors, juste ces photos. À gauche, on est dans une crèche municipale de la ville de Paris. C'est à la fois de la pédagogie et c'est à la fois réellement des déchets qui ne vont pas à la poubelle. Pardon, je vous interromps parce que c'est exactement ça que nous disait, excusez-moi, vu qu'on est pressé par le temps, je me permets, on a ce commentaire de Nicolas pardon, qui nous dit, et effectivement, selon lui, le compostage de proximité, c'est la vraie solution pour faire comprendre au grand public la notion de valorisation en ville. La collecte des déchets organiques ne permet pas de voir le résultat et de comprendre ainsi le vrai cycle de la nature. C'est ce que vous nous dites un petit peu avec cette image de gauche. Exactement, complètement. Et puis à droite, j'attire votre attention aussi sur le fait qu'on peut faire du compostage, pas forcément sur la terre. Vous voyez qu'on est sur des pavés, on est dans le 11e arrondissement, et on est sur des pavés. Alors on a bien protégé le fond de nos composteurs avec du carton, qui est de la cellulose, pour éviter les écoulements, mais le processus de compostage, il fonctionne exactement de la même façon. Quelques photos d'un jardin partagé. Là aussi, on est dans le 11e. Alors, à gauche, ce sont des bacs des grands bacs, des cellules qui font quasiment 1 mètre cube. Et puis, là, c'est un jardin avec une particularité. Les personnes qui habitent autour du square viennent déposer leur bioseau trié chez eux dans l'espace que l'on voit à droite. C'est pas la façon la plus traditionnelle. Ils vont peut-être évoluer parce qu'en fait, ça les oblige à vider très régulièrement, tous les 3 semaines à peu près, cette cellule pour la mettre ensuite dans les cellules de gauche. Donc c'est pas le plus efficient. Finalement, on se retrouve dans le 14e et place de l'Île de Sein. Ça permet de dire que quand on a des personnes, quand je dis des personnes, ce sont des habitants, des administrés qui ont envie de faire, c'est possible. Idéalement, comment ça fonctionne un compost de quartier ? Idéalement, c'est un projet bien sûr collectif. Alors soit on crée un collectif, soit on va créer une association. Et puis on va se renseigner, on va se rapprocher de sa mairie d'arrondissement ou de la mairie ou de la commune où on habite, si on est en dehors de Paris bien sûr. Et puis on va se former, on va s'organiser et on va dimensionner notre site de compostage. Je retourne sur la photo d'avant. Là on a des bacs qui permettent à peu près à 40 à 50 familles de composter. Mais c'est important d'expliquer aux référents que 40 à 50 familles, c'est pas 100 familles ou 150 familles. Parce que si on a trop de monde, ça déborde et ça nous fait des cycles de remplissage beaucoup trop rapides. Et donc on ne peut pas arriver à nos cycles de maturation. Il faut l'adapter effectivement. Il faut vraiment dimensionner. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait depuis 2015 que les composts de quartier sont apparus dans Paris. Vous aviez tout à l'heure une correspondante à Besançon. À Besançon, il y a eu des pavillons de compostage dans les années qui précédaient. À Paris, c'est 2015 et c'est pas mal. Et aujourd'hui, on en a plusieurs dizaines qui fonctionnent bien parce qu'ils sont sous le contrôle de référents. On va passer alors peut-être la parole à votre voisine, on est en plein dedans. Peut-être juste préciser, parce qu'il y a vraiment énormément de questions, et notamment pour vous, Damien Houbron. Alors peut-être que vous pourrez faire un petit tour sur les commentaires Facebook, vous aussi, pour y répondre, ou alors on vous transmet toutes les questions et vos réponses seront apportées ici par le biais du compte Facebook du CAUE de Paris. Mais voilà, vous nous répondrez à tout ça. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre de verre californien ? Est-ce que les composteurs pourront bientôt accueillir les sous-produits animaux ? N'en dites pas plus, vous nous direz tout ça sur les commentaires. On s'adresse alors maintenant à votre voisine Laurence Dufort. Vous êtes donc à l'initiative d'un composteur de quartier. D'ailleurs, peut-être est-ce celui du projet pilote dans le quartier Zéro Déchet du 14e. Est-ce que c'est ça ? Auquel cas, nous avons Stéphano qui a l'air de connaître le projet. Je ne suis pas sûre que ce soit le même. Il y a beaucoup de projets dans le 14e. C'est un arrondissement qui est très moteur sur ce sujet. Donc voilà, c'en est sûrement un autre. Effectivement, moi, je suis là ce soir avec ma casquette d'habitante du 14e.
faire partager une expérience personnelle. J'avais envie d'en témoigner pour vous montrer concrètement comment ça se met en place et puis ce que ça demande comme investissement et puis en gros vous dire que c'est facile parce que c'est ça le message principal. Donc, ouais, comment ça a commencé tout ça? Alors vous avez quelques petites photos, je crois, qui montrent un petit peu ce compost de quartier. C'est une initiative que vous avez... Tiens, oui, voilà, quelques liens d'ailleurs, là encore, qu'on va pouvoir mettre. jecompostenville.fr, le site web de la mairie de Paris et le Facebook Composter à Paris, donc la page Facebook, effectivement. Voilà. Donc, comment ça a commencé, ouais, ce projet? Il se trouve que moi j'avais la chance d'avoir déjà chez moi un lombricomposteur qui m'avait été fourni par la ville de Paris et que j'ai trouvé ça fabuleux, cette transformation de ma poubelle en fait, hein, et cet allègement incroyable de mes déchets, quasiment 50% de ma poubelle qui était diminuer. Et mes enfants portaient beaucoup d'intérêt à ce projet-là. Ils adorent ce petit élevage de vers dans la courette, hein, puisque on a la chance d'avoir un petit espace extérieur où le mettre. Et c'est individuel ou c'est individuel. C'est individuel. Voilà, c'est un projet personnel et il se trouve que je participe à l'association de parents d'élèves élus dans l'école de mes enfants. C'est une association qui intervient sur un groupe scolaire, une maternelle, une élémentaire et un collège. Et que cette association, elle était déjà pas mal engagée sur ces questions de sensibilisation auprès des enfants, des parents d'élèves, autour de la réduction des déchets. Elle avait organisé des défis dans les établissements scolaires. Donc c'était un sujet qui faisait partie du projet de l'association. Et donc j'ai eu envie de faire partager à mes voisins, à mes collègues, parents, familles de l'association, cette expérience du compostage. Et je me suis dit que le compostage de quartier, c'était une belle façon de le faire et qu'en plus, ça pouvait vraiment être support d'un projet pédagogique et de lien avec les écoles, avec les enseignants et aussi d'animation de la vie de quartier sur cette place de l'île de Sein qui est, somme toute, un peu morne, un peu triste. Et donc, voilà, c'était une bonne façon de concilier tous ces objectifs. Est-ce que vous aviez eu vent, en tout cas, de la possibilité de mettre en place des composts de quartier, ou alors vous arrivez parmi les pionniers Il y en a beaucoup dans le 14e. Donc, quand on est riverain du 14e, on sait forcément que ça existe. Quand on se promène dans les rues du 14e, on en voit. Donc, je pense que c'est comme ça que j'ai connu l'existence de ce projet-là et que j'ai eu envie de pouvoir faire de mon petit lombricomposteur, que j'ai toujours, hein, parce que je ne vais pas abandonner mon petit élevage de vers comme ça. Donc, maintenant, j'ai les deux. Mais voilà, j'ai eu envie que d'autres puissent partager. Puis, c'est quand même, le lombricompost, c'est quand même un pas à franchir. Parce que c'est un petit peu plus fragile. Ça demande un petit peu plus de mobilisation. Le compost de quartier, c'est vraiment facile. C'est vraiment beaucoup plus facile. Donc, je pense que c'est une bonne façon d'y amener des gens qui seraient un peu plus réfractaires parce que on ne l'amène pas chez soi. On ne l'introduit pas dans son appartement. Donc, voilà, il y a une petite différence. Alors, comment ça se passe? En fait, je vais aller vite parce que je sais qu'on est déjà pas mal en retard. Oh là là, on est tellement en retard, mais en même temps, c'est tellement intéressant. Allons-y quand même. Je dis quelques mots et puis après, s'il y a des questions, on pourra y répondre. En fait, il suffit déjà effectivement d'avoir une structure pour porter. Alors pour nous, c'était facile, on avait déjà une association, donc elle existait voilà, on s'est dit que le plus simple, c'était de s'appuyer sur cette association existante. S'il n'y a pas d'association, il suffit d'en créer une, ça se fait en 3 clics, hein, c'est pas très compliqué, il faut juste avoir des gens motivés pour la faire vivre. Bon, nous, on a utilisé l'association de parents d'élèves parce que c'était ça notre projet, et ensuite, il suffit de présenter un dossier. Alors, à la mairie d'arrondissement d'abord, qui, elle, la transmet aux services concernés ou alors directement à la direction de la propreté de la ville de Paris qui va assurer l'instruction de ce dossier. Donc tous les arrondissements, puisqu'on le voyait tout à l'heure avec la circulaire que vous nous avez présentée, c'est un droit partout en France, dans n'importe quelle ville, on contacte une mairie pour dire on veut mettre en place un compost de quartier. Ouais. Damien Aubron, c'est... Alors, c'est pas aussi simple que ça. Ah mince. Ça serait trop beau. Effectivement, dans Paris, on est particulièrement entendu. Et c'est relativement simple. En Île-de-France, aujourd'hui, ça commence à le devenir. Voilà, tout ça se fait petit à petit. Il y a quand même des endroits, des mairies où finalement, on n'a pas encore vraiment compris l'intérêt de faire trier et que des habitants s'octroient une partie de l'espace public. On est sur l'espace public. Donc, alors on va diffuser cette vidéo très largement pour donner envie partout en France. Donc c'est pas aussi simple que ça partout. Mais en tout cas sur Paris,
Alors, à Paris, Ça c'est l'est. simple. Il faut s'armer un peu de patience parce que forcément, comme on s'octroie une partie de l'espace public, ça nécessite une instruction de dossier, des autorisations, différents services qui doivent valider le projet. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver l'endroit où on veut se mettre, qui soit cohérent, qui n'encombre pas l'espace public et qui soit pertinent pour l'installation. Pour nous, c'était facile puisqu'on avait justement cette place de l'île de Saint avec des grands espaces en pleine terre devant l'école. Donc, c'était vraiment l'endroit idéal. Et vous voyez, on a couplé ce projet avec un projet de permis de végétaliser qui va venir en complément, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des débouchés, de savoir ce qu'on va faire de ce compost qu'on va produire en masse. Donc voilà. Et puis ensuite, on met en place une petite charte du compost. Tous les modèles existent, la mairie nous communique tous les supports, on n'a rien à inventer en fait. Il suffit juste de remettre le bon nom du nouveau projet de compost et puis c'est réglé, les papiers sont remplis. Donc ça, c'est assez facile. Après, ça prend quand même un petit peu de temps. Je pense qu'il a dû s'écouler peut-être 8 mois entre le moment où la demande a été déposée et le moment où on a pu démarrer notre compost. Donc la première étape pour démarrer le compost, une fois que c'est validé, c'est de se former. Donc on constitue un petit groupe de référents. Nous, on est 3 dans notre projet. Et puis les 3 référents ont bénéficié d'une formation passionnante avec un maître composteur. Donc c'est là où vous rencontrez Damien Aubron. Alors c'est pas Damien qui nous a fait la formation, c'était un de ses collègues. Mais ensuite, effectivement, la ville nous assigne un maître composteur référent. Et c'est là que Damien est entré en scène. Et notamment, on a fait connaissance le jour où nous ont été livrés nos bacs. C'était vraiment l'acte fondateur du projet. Alors, les bacs que la ville de Paris nous fournit sont super. Vous voyez, avec une grille anti-rongeur en fond de bac pour s'assurer qu'on ne va pas avoir d'invasion intempestive. Là, ils ne sont pas finis de monter, donc ils nous sont livrés en kit, on se les monte tout seuls comme des grands, avec l'aide de Damien, heureusement, et de son collègue. Donc l'aventure commence vraiment là, quoi. Voilà, Ça y est. Heureusement qu'ils ont une bonne expertise du sujet, parce que c'est vraiment en kit. Et puis ensuite, voilà, ils sont montés et on démarre. Donc nous, on a pris l'option de les cadenasser, parce qu'effectivement, il faut quand même maîtriser les apports, être sûr qu'on ne va pas avoir plus de participants que la capacité des bacs le permet. Donc on a fait un système d'inscription. On a pris nos 40 familles, puisque c'était le nombre de familles maximum qu'on nous avait recommandé. Vous les avez eu les 40. Vous aviez 40 places et vous avez rempli 40. On a eu le double, en fait. On a une liste d'attente déjà. C'est génial. Donc, et en fait, c'est vraiment très aidant ce portage par l'association de parents d'élèves, parce que c'est un très très bon relais, mais on ne se limite pas aux parents d'élèves, c'est ouvert aux riverains aussi qui n'ont pas d'enfants dans les groupes scolaires, on n'est pas exclusif quand même. Et quand bien même d'autres associations font aussi d'autres composteurs de quartier, évidemment. Absolument. Porté par d'autres associations. Oui, tout à fait. Donc le principe, c'est les cadenas à code. Tous les participants ont le code. Et puis ensuite, ils gèrent eux-mêmes la temporalité sur laquelle ils amènent leurs apports, donc leurs déchets. Ça peut être quotidien, ça peut être hebdomadaire. Chacun s'organise comme ça l'arrange. Là, il se trouve que c'est devant l'école. Donc en général, les gens viennent le matin en allant déposer les enfants. C'est assez pratique. Et ensuite, la seule règle qu'on demande aux participants, c'est une petite contribution financière parce qu'il y a des petits frais de fonctionnement. Il faut acheter un peu de matériel, un croc, un petit râteau, une pelle et surtout des cadenas parce qu'il faut changer souvent les cadenas qui n'aiment pas trop vivre en extérieur. Ah ben. Mais voilà, donc chaque participant donne 5 € pour participer au compost et ça suffit pour faire fonctionner le projet. Et ensuite, la règle, c'est que chacun doit donner un petit peu de son temps pour venir faire régulièrement le brassage. Donc on a mis en place des permanences hebdomadaires. Par permanence, on entend un créneau identifié où les gens s'inscrivent pour venir brasser. En gros, il faut venir brasser toutes les semaines et on demande de venir en binôme, comme ça permet d'échanger aussi, de rencontrer les autres membres du compost. Vous allez nous dire que c'est simple, c'est vraiment simple de brasser, ça va ? C'est vraiment simple, ça prend un quart d'heure. D'accord. Et comme on est 40, ça revient quand même pas très souvent, puisque c'est toutes les semaines, on y va une fois tous les 3 mois, quoi. Et puis après, en vérité, tout le monde brasse un petit peu quand on fait son apport. On a tellement envie de voir comment ça se passe, où ça en est, que tout le monde brasse. Donc voilà. Et ceux qui sont en charge de la permanence du brassage, ils s'assurent que les consignes sont bien respectées, qu'on n'a pas mis de bêtises. Dans l'ensemble, chez nous, ça l'est toujours. Tout le monde suit parfaitement bien le compost, enfin les règles.
Et parfois, on trouve un petit élastique qui traîne ou voilà, des trucs qui sont partis par mégarde et on les sort du compost. Et puis, si on voit des petites erreurs, on renvoie un mail à tout le monde pour dire il y a un petit souci. Voilà. Mais en gros, c'est pas plus que ça au quotidien. Et puis après, il y a quelques petites manips courantes. Alors, j'ai pris des photos. Ah oui, alors donc, j'ai sauté une étape quand même, c'est l'étape de la convivialité. Donc ça, c'était au moment de l'inauguration. C'est une époque où on avait encore le droit d'avoir des temps de convivialité. Et en fait, c'est ça aussi qui est intéressant dans ce genre de projet, c'est que ça permet de rencontrer ses voisins, d'avoir des temps d'échange avec eux et voilà, de partager des moments autour de cette chose toute simple en fait qui est d'apporter nos déchets. Donc là c'était l'inauguration, on expliquait, on remettait le matériel pédagogique qui est fourni par la ville, il y a des petits livrets, des petits guides, des seaux, tout le monde a son petit seau qui est offert aussi gracieusement par la mairie de Paris. Et puis ensuite, on a fait une deuxième inauguration avec cette fois les élèves de l'école. Donc on a présenté, les enseignants sont venus à tour de rôle, toutes les classes, on a présenté le fonctionnement du compost. Chaque enseignant est reparti aussi avec son petit bioseau pour pouvoir faire du tri dans les classes et que ça devienne aussi un support pédagogique. Et donc voilà, c'était parti. Et puis ça s'est très vite rempli en fait, parce que finalement, on nous avait dit 40 familles, mais il se trouve que chez nous, c'est vraiment 40 familles. On est nombreux en fait, du coup, à avoir des apports. Et du coup, ça se remplit très très vite. Donc, on a déjà demandé à la direction de la propreté si on ne pouvait pas avoir plus de bacs, parce qu'on risque d'avoir un petit problème de rythme de rotation. Là, il se trouve que pendant le premier confinement, les apports avaient été suspendus. On nous avait demandé de fermer les composts, ça rentrait pas dans l'autorisation de promenade. Ça c'est assoupli, maintenant on a le droit. Sur ce second confinement, on a compris qu'en fait, voilà, c'était pas forcément problématique de continuer à apporter nos déchets. Mais du coup, ça a permis à notre compost d'avoir le temps de maturer, donc on n'est pas encore coincé. Mais donc voilà, le compost, là, ça c'est le bac d'apport, le compost qui est en train de se faire. Et puis, une fois que le bac est plein, on le transfère dans le bac de maturation, on le laisse reposer. Donc là, c'est l'opération de transfert. Donc, en gros, c'est tous les 4 mois, quand le bac est plein, qu'on doit faire ça. Et puis enfin, voilà à quoi ça ressemble après. Ça, c'est notre compost mûr qu'on a distribué début septembre là, aux participants. Et chacun est reparti avec son petit sac pour mettre dans ses plantes. Un mot pour nous donner envie, pardon, l'odeur de ça, c'est quoi? C'est une odeur de sous-bois, non? C'est ça un petit peu? Alors, l'odeur du bac d'apport, c'est pas une odeur de sous-bois, c'est une odeur un petit peu acidulée, légèrement acidulée. C'est pas la meilleure. C'est pas désagréable, mais c'est pas une odeur de sous-bois, c'est une odeur de compost. Tant que c'est brassé, ça sent pas mauvais. Ok. Ça sent le fruit qui se décompose, mais sans odeur péjorative forte. Je pensais en fait à voir ça, j'ai l'impression que ça sent bon même. Ça sent bon. Là, quand il est mûr, oui. En fait, là, on rejoint plus l'odeur de sous-bois. Ça, c'est l'étape vraiment finale de la maturation. Mais alors, c'est vraiment magique, en fait. Hein. Tout le monde adore ouvrir le bac pour voir le compost en maturation et observer les petites bêtes qui se sont installées là-dedans. C'est vraiment un support. Voilà, je crois que c'était ma dernière... Oui, ça c'est la distribution, voilà, le dernier moment, la dernière étape. Et là, on repart pour un cycle. Notre bac de maturation est vide maintenant, et on va pouvoir retransférer le bac d'apport dedans, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on en fait, pardon, de ces... du coup, c'est quoi? Vous récupérez des seaux de compost ou des gros sacs de compost, c'est ça? Voilà, chacun prend en fonction de ses besoins. Pour l'instant, on n'a pas encore nos parcelles végétalisées à côté, mais ce sera une piste. Et puis surtout, on en donne aux écoles qui ont voilà, on a notamment dans le quartier une école qui a des grands espaces en pleine terre plantés, la maternelle. Donc, il y a une partie qui est partie D'accord, et donc ça aide à amender le sol de cet espace, de cette école végétalisée. Et je me permets d'ajouter que le volume produit en finale, il est très faible, oui. Parce que ça contient beaucoup d'eau, ça chauffe. Dans le bac du milieu, il fait régulièrement 50, 60 ou plus, 65 degrés. Donc il y a une grosse évaporation d'eau, il y a une grosse perte de volume. Et très souvent, la première fois, quand on distribue le compost qu'on a éventuellement tamisé, vous l'aviez tamisé votre compost? On l'a pas tamisé, non. Pas forcément, pas nécessaire, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, il n'y en a pas tant que ça. Il y a 40 familles et chacun va repartir avec peut-être un petit seau de même pas 10 litres. Donc c'est un tout petit peu frustrant au départ, mais c'est aussi rassurant pour des personnes qui risquent de vous dire « Oh là là, est-ce qu'on va pas avoir trop de compost ?» Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Sabine Barle, ça vous convainc? Vous avez peut-être une expérience similaire ou alors très envie de participer vous aussi à un compost de quartier? Non, je n'ai pas d'expérience similaire, mais il se trouve que je déménage dans un appartement
qui a un balcon et j'étais en train de me dire ah ouais, je pourrais mettre un petit composteur sur mon balcon. Voilà. Écoutez, Pourquoi pas? Et si je puis me permettre alors de partager aussi, j'ai eu la chance effectivement d'avoir un balcon sur lequel j'ai installé pendant le premier confinement avec tous les déchets tous les déchets, toutes les épluchures de légumes, de fruits, etc. qu'on a fait à rester toute la journée chez nous à cuisiner notamment. Il y a quand même effectivement quelque chose d'incroyable que vous disiez à l'instant, Laurence, sur le fait de voir cet élément-là vivre en fait avec des insectes, etc. à l'intérieur. C'est assez fascinant de découvrir des vers alors même qu'on est sur pour ma part, je suis sur une terrasse au premier étage et il y a des vers qui sont arrivés jusque-là. C'est assez fascinant. Maintenant, il y a aussi une question de la poubelle d'ordures ménagères. Vous disiez, elle diminue, Laurence. Très concrètement, ça veut dire que vous en venez aussi à moins sortir votre poubelle. Enfin, du coup, c'est une poubelle sèche qui est moins odorante, j'imagine. Enfin, ça a aussi ces avantages-là. Ah oui, c'est flagrant. Ouais. C'est vraiment le premier impact le plus visible en fait dans le quotidien. On a la sensation, et c'est pas une sensation, de concrètement réduire son volume de déchets. Bon. C'est quelque chose qu'on annonce en fait au démarrage quand on fait ce qu'on appelle l'inauguration ou la mise en place du compostage. On explique que rapidement, on va se rendre compte que notre poubelle, elle sent plus, elle est plus humide, et puis on la descend moins souvent. Et le plus drôle, c'est 3 mois après ou 6 mois après, quand ce sont les personnes qui vous racontent. Non, écoutez, on parle, je crois, entre convaincus. Voilà, j'ai effectivement eu cette petite expérience qui me permet de me mettre dans votre équipe, et donc bientôt vous aussi, Sabine, vous allez venir avec nous. En tout cas, je vois que voilà, on a des très bons commentaires là encore, et Véronique qui nous dit très bonne idée de mettre en place un concept de compost dans un quartier pour participer à la politique écologique de la ville. En tout cas, voilà, on a toutes les informations et dans le livret qui est en commentaire de cette vidéo et à travers les sites web aussi que vous nous avez donné tout à l'heure, Damien Houbron. On a toutes les informations pour mettre en place un compost de quartier. On trouve aussi très facilement des informations pour avoir son propre compost. Effectivement, ça demande là pour le coup un petit extérieur, voire un grand jardin, si ce n'est un lombric-composteur, même si pour ma part, ça me fait encore un petit peu peur. En tout cas, merci beaucoup pour cette expérience et pour nous l'avoir ainsi retranscrite et peut-être générer des vocations, on l'espère. On arrive avec beaucoup de retard, pardon encore, mais voilà, vous êtes encore 70 à nous suivre, c'est que finalement ça va, une moitié est partie mais l'autre moitié reste et on vous remercie aussi. Merci à tous de nous avoir suivis via ce live sur Internet. Merci à nos intervenants Sabine Barle, Flore Berlingen, Damien Houbron. Merci Laurence Dufort d'avoir bien voulu venir jusque la pièce à côté de votre bureau, puisque nous sommes en direct, vous l'aurez sans doute compris, du CAE de Paris. Pierre Fonbonne et Sylvain Pinault étaient en charge de la diffusion web pour Thémaprod et on les en remercie. Et pour ma part, je remercie bien sûr le CAE de Paris de me confier cette mission chaque mois avec toujours autant de plaisir. Et notamment, en plus de Laurence, Clémence Bourdier et Charlotte Van Desburg qui sont derrière et qui m'ont aidé à préparer cette soirée. On se retrouve, tiens, on va le faire ensemble, on va le dire ensemble, Laurence, c'est le 10 décembre, la prochaine petite leçon de ville. Et la thématique, rappelez-moi. On va parler de la consommation. On va apprendre à consommer autrement. Voilà, donc c'est dans la droite lignée, et on en parlait tout à l'heure avec notamment vous, Flore Berlingen, dans la droite lignée des discussions qu'on a eues jusqu'à présent. Merci à tous, très bonne soirée, et on se retrouve le mois prochain.